Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans le numéro 503 d'E-Média, l'émission de décryptage des médias. Aujourd'hui, numéro estival un peu particulier puisque nous avons l'honneur de recevoir un invité spécial, le président de l'OGIM, Claude Cholet, que vous avez l'habitude de voir en fin de vidéo pour ses portraits piquants. Bonjour Claude. Eh bien, bonjour Lucas. Alors, vous aurez remarqué deux choses. D'abord, j'ai changé de couleur de polo. C'était jaune avant. Là, aujourd'hui, j'ai mis un polo blanc. Et par ailleurs, je suis assez bronzé puisque je reviens, j'ai pas besoin de maquillage, je reviens de vacances. Très bien. Eh bien, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, dans l'image de la semaine, nous reviendrons sur la censure de Meta des comptes patriotes sur Instagram. Le dossier du jour, quant à lui, sera consacré à l'arrestation par la France de Pavel Durov, le président de Telegram. Les pastilles de l'info ne seront pas oubliées. Le portrait piquant du jour de notre ami Claude Cholet sera consacré à Daniel Riolo, une figure du foot français. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches, de vous abonner ou de vous réabonner à TV Liberté, c'est important. C'est parti pour le numéro 503 d'E-Média. L'image de la semaine, l'inquiétante censure des comptes de la part de Meta. Resserrement de l'étau sur la liberté d'expression. Sur Instagram, Alice Cordier, le média Une Bonne Droite, le compte à 150 000 abonnés Occidentis et d'autres comptes patriotes ont été censurés par l'entreprise américaine sans explication. Une plainte va être déposée par l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte. Alors, Frontières, anciennement Livre Noir, qui avait vu leur compte être supprimé également, ont obtenu gain de cause après avoir menacé d'attaquer Meta en justice. Mais actuellement, Occidentis, donc le premier compte en termes d'abonnés sur Instagram, est toujours suspendu. Claude, quelle est votre réaction face à cette situation ? Est-ce selon vous vraiment une erreur comme Instagram l'a prétendu ou les censeurs ont rétropédalé ? Bon, je dirais rien de nouveau sous le soleil. Hein. J'ai l'impression que si vous deviez reprendre l'émission d'E-Média numéro 400, je dis 400 au hasard, au lieu de la 503, peut-être que vous auriez eu l'occasion de déplorer ce même type de censure. Donc, moi, je ne crois pas du tout aux erreurs, je ne crois pas aux coïncidences. Bon, il s'agit d'une politique. Bon, les grands médias, les grands réseaux sociaux américains jouent un peu au chat et à la souris. Donc, ils interdisent. Jusqu'à un certain point, si les gens réagissent trop, ils reviennent un peu en arrière. Parfois, ils suppriment un compte. Hein. Par exemple, je sais pas si vous supprimez un compte YouTube. Là, il s'agit pas de YouTube, il s'agit de Meta. YouTube, c'est Google. Vous perdez tous vos abonnés YouTube. C'est-à-dire, vous devez recommencer à zéro, ce qui complique la tâche de manière parfois insurmontable. Non, il ne s'agit pas d'une erreur, il s'agit d'une politique construite et persévérante. On a une grande figure de la tech, Mark Zuckerberg, qui en parle d'ailleurs et qui fait un peu son mea culpa sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, notre ami Mark Zuckerberg, d'abord, il a été un petit peu embêté. Et d'ailleurs, il est aux États-Unis et il a écrit, j'ai une lettre sous les yeux qu'il a écrite au président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? D'abord, il dit que pendant le Covid, l'administration Biden, je cite, avait fait pression sur ses équipes pendant des mois pour qu'elles censurent certains contenus liés au Covid. Et il ajoute, il est triste, je regrette que nous n'ayons pas été plus francs à ce sujet. Mais il va un petit peu plus loin. Il reconnaît, nous avons fait certains choix que nous ne ferions pas aujourd'hui avec le recul et les nouvelles informations dont nous disposons. Et il ajoute, comme je dis à nos équipes, j'ai la ferme conviction, nous ne devons pas compromettre nos normes de contenu sous la pression d'une administration, quelle qu'elle soit. Alors ça, c'est la première partie, c'est Biden, Covid. Puis il y a la deuxième partie, Biden-Trump et le fils Biden. Hunter Biden, qui est compromis dans un certain nombre d'affaires louches, financières entre autres, en Ukraine. Alors il dit, c'est toujours Zuckerberg, le FBI nous a mis en garde contre une opération de désinformation russe potentielle concernant la famille Biden. Depuis,
il a été clairement établi qu'il ne s'agissait pas de désinformation russe. Rétrospectivement, nous n'aurions pas dû rétrograder l'article. C'est triste quand même. Hein. Peut-être que ça a permis tout simplement l'élection de Biden. Alors après, il fait de bonnes résolutions. Hein. Je cite toujours. Nous avons modifié nos politiques et nos procédures pour nous assurer que cela ne se reproduise plus. D'ailleurs, vous avez vu que ça ne se reproduit pas. Par exemple, nous ne rétrogradons pas temporairement les articles aux États-Unis en attendant la réponse des vérificateurs de fait. Alors, ce qui veut dire qu'il le fait aux États-Unis, mais qu'il ne le fera pas en Europe. Oui. Bon, en gros, il ment comme un arracheur de dents. C'est d'ailleurs ce que souligne Martial Bild. Le FBI et le clan Biden ont volé la victoire de Trump en 2020. Zuckerberg et Meta reconnaissent les pressions du FBI pour cacher l'affaire Hunter Biden, comme vous l'avez dit Claude, et pour monter de toutes pièces un complot russe. Du point de vue du traitement médiatique, de la censure qui a lieu justement par Meta en France avec les comptes patriotes, très peu de réactions du côté des journaux mainstream, quand on regarde sur Google Actualité, Meta ou Instagram, sauf quelques exceptions avec des médias classés à droite, comme le JDD ou le Figaro, tels que la réaction de Marion Maréchal dans le journal du dimanche. Claude, que peut-on dire sur ce silence des médias concernant les censures des Instagram patriotes ? Est-ce qu'on peut imaginer, si c'était Raphaël Glucksmann ou Mme Sandrine Rousseau attaqués, quel cri d'orfraie ce serait ? Bon alors, j'aime pas l'expression les médias en général ou les journalistes en général. Je préférerais modérer un peu en disant la plupart des médias, ou les médias dominants, ou les médias mainstream, ou les médias de grand chemin, une expression que j'apprécie. Alors, parmi les médias de grand chemin, les médias dominants, il y a une solidarité de fait pour les censeurs. Pour les censeurs, quand la censure touche des personnalités ou des propos qu'ils ne soutiennent pas ou qu'ils n'approuvent pas. Il est bien évident que si ça touchait quelqu'un d'autre, on vous a cité, je sais plus, Raphaël Glucksmann, mais là j'ai enregistré un portrait piquant de Taha Abou Hafs, qui est un journaliste d'extrême gauche, qui est quelque part entre le média de LFI et Blast, qui a été condamné plusieurs fois, qui a été victime d'une censure une fois. 20 rédactions ont signé un message de solidarité parce qu'il avait été censuré. Ah. Bon, là, apparemment, je ne sais pas, j'ai pas l'impression que vous en soyez tout à fait à 20 rédactions. Non. Il doit en manquer. Mais ce qu'on constate par ailleurs dans cette affaire, c'est bel et bien l'existence du système politico-médiatique. C'est d'ailleurs Jean-Yves Le Gallou, saluons-le, qui met en lumière ce petit monde, en effet, qui se côtoie. On regarde qui est monsieur Laurent Soli, donc le patron de Meta France, responsable de la censure sur Instagram. Eh bien, sa femme, c'est madame Caroline Roux, de l'émission C'est dans l'air, sur France 2 et C5. Alors, Claude, c'est vraiment un tout petit monde. Alors c'est un très petit monde. Laurent Soli, c'est quelqu'un d'intéressant, ancien préfet, sarkozyste, dont nous avons fait le portrait sur Logim. Vos téléspectateurs peuvent s'y référer. En gros, il défend les intérêts américains en France. Bon, il est payé pour soi, pourquoi pas. Bon, c'est intéressant quand même qu'il soit l'époux d'une journaliste très très en vue et que l'on voit sur les différents écrans de télévision. C'est à noter en tout cas. Et cette censure des réseaux sociaux, des patriotes, elle n'est pas dénoncée par les médias mainstream, comme on l'a dit, mais elle s'inscrit par contre dans un contexte global des restrictions, des libertés, comme le souligne Mathieu Boccoté dans son édito sur CNews. Quand l'oligarchie veut contrôler les réseaux sociaux. L'oligarchie a eu peur depuis quelques années devant ces réseaux sociaux où une parole non autorisée par les puissants, non autorisée par l'idéologie dominante, non autorisée par la gauche morale, cette parole non autorisée s'exprimait sur les réseaux sociaux. L'oligarchie veut contrôler les réseaux sociaux, nous dit Mathieu Boccoté. En effet, on constate un deux poids, deux mesures avec l'objet de notre dossier du jour, l'arrestation de Pavel Durov, le fondateur de la messagerie Telegram. C'est parti pour le dossier. Ce samedi, Pavel Durov, le fondateur de la messagerie cryptée Telegram, a été arrêté à la sortie de son avion par la France dans un aéroport au Bourget. Et ce mercredi, sa garde à vue s'est enfin arrêtée après avoir été prolongée encore
jusqu'à 96 heures, sans qu'on sache aujourd'hui vraiment les raisons de cette arrestation surprise, une première dans l'histoire des réseaux sociaux. Et certains considèrent Pavel Durov comme un défenseur de la liberté d'expression et de la confidentialité. Et sa messagerie Telegram est appréciée parce qu'elle est cryptée, justement. Suite à cette arrestation, la journaliste russe Margarita Simonian a conseillé aux internautes de supprimer leurs conversations sensibles. Il a également été recommandé par certains de carrément stopper l'usage de l'application. Alors Claude, est-ce que vous avez supprimé vos méfaits sur Telegram ? Bon, je ne suis pas certain de commettre beaucoup de méfaits. Et par ailleurs, moi sur les réseaux sociaux, je ne mets rien que je ne puisse expliquer et publier de manière publique. Donc... non, moi je n'ai rien à corriger. J'utilise Telegram, j'utilise Signal également. L'affaire Pavel, c'est une affaire grave. Hein. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on arrête un fondateur d'un très grand réseau social. Telegram, c'est 900 millions d'utilisateurs dans le monde. Sans doute 1 milliard en 2025 si Telegram ne s'arrête pas. C'est la première fois. Imaginons, je sais pas moi, que Mark Zuckerberg a été arrêté ou que le PDG de Google a été arrêté. On est à peu près dans les mêmes, dans les mêmes proportions. Alors derrière cette arrestation de Pavel Durov, vous avez dit il n'y a pas de raison. Si, il y a des raisons. Il y a des raisons et des prétextes. On va commencer par les prétextes. Alors les prétextes, j'ai sous les yeux les différents chefs d'accusation, vous avez raison. D'accusation, les deux. Alors, complicité d'acquisition, transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants, blanchiment de crimes ou délits en bande organisée, complicité d'administration d'une plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite en bande organisée, importation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sans déclaration préalable, etc., etc. Plus, je crois qu'il y en a en plus aussi, sur la protection des enfants contre la pédophilie. Bon, ça, c'est les prétextes. Hein. Tout le monde est contre la pédophilie, a priori. Quand on entend ça, ça paraît normal d'arrêter cet homme. Et après, la vraie raison, c'est qu'il y a moins de censure sur Telegram. Il y en a sur Facebook, Instagram, WhatsApp et autres YouTube. Et comme ce que vous avez appelé l'oligarchie, ce qu'on peut appeler le système, l'état profond, vous employez le terme que vous voulez, a des raisons de s'inquiéter. Comme il s'inquiète, il a tendance à se raidir, et il serre la vis. Et je pense que l'arrestation de Pavel Durov, c'est aussi pour faire comprendre aux autres, tous les autres réseaux sociaux, Elon Musk et les autres, attention les gars, restez dans les clous. Sinon, la prochaine fois que vous venez en France, la tôle. Alors je pense que Elon Musk, à mon avis, n'est pas prêt de venir en France. Je crois qu'il aura raison. Et c'est d'ailleurs Mathieu Bock-Côté, toujours lui, qui dit qu'en réalité, Telegram ne refuse pas la collaboration avec les enquêteurs, mais refuse la surveillance généralisée. On prendrait des nobles causes, comme la lutte contre la pédocriminalité, pour mater le débat public. Mathieu Bock-Côté sur CNews. Les gens de Telegram répondent, parce que la controverse a monté, ils disent non, mais si l'État, si les autorités nous disent qu'il y a un contenu problématique sur, on le disait, drogue, pédocriminalité, terrorisme, eh bien, on accepte de coopérer avec les autorités. On accepte. Ce qu'on n'accepte pas, c'est la surveillance intégrale des conversations. C'est autre chose. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, comme trop souvent, on prend prétexte de très nobles causes, la lutte contre ces réalités que j'ai mentionnées, pour, dans les faits, mater un lieu de débat. Et puis, il y a un autre élément. Si tous les fournisseurs d'Internet devaient être tenus pour responsables des contenus qui se trouvent sur leur plateforme, par exemple, Free, de l'ami Xavier Niel, proche d'Emmanuel Macron, on apprend que 50% des images pédocriminelles recensées sur Internet sont stockées chez Free. Alors, pourquoi il n'est pas inquiété pour cela ? Claude, Pavel Durov a été arrêté donc prétendument car il ne collabore pas avec la justice pour donner accès aux conversations des trafiquants. Pensez-vous, comme le journal Le Parisien et d'autres, que l'arrestation est donc justifiée ou qu'il s'agit d'un prétexte pour autre chose ? Non, c'est un avertissement. C'est un avertissement à l'ensemble des réseaux sociaux, censurés au maximum, car sinon vous aurez des soucis, et des gros soucis. Hein. Vous savez quelle est la peine encourue par Pavel Durov ? Je l'ignore. 750 000 € d'amende
Il peut les payer. Oui, Il peut les payer. Et 10 ans d'emprisonnement. En France ? En France. Ah. En France. Par ailleurs, il signale qu'il est placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de remettre un cautionnement de 5 millions d'euros et obligation de pointer au commissariat 2 fois par semaine et interdiction de quitter le territoire français. Autrement dit, Pavel Durov est victime d'un chantage. Les autorités françaises disent « Mon petit Pavel, t'es en tôle, ou tu vas l'être, parce que pour le moment il est encore en liberté provisoire, tu vas être en tôle peut-être 10 ans. Alors bon, ou tu collabores, alors ça sera peut-être pas 10 ans, ça sera 5. Mais enfin, réfléchis, t'as 39 ans, tu sortiras à 44 ans. Je pense qu'effectivement, je sais pas ce que va faire Pavel Durov, mais c'est du chantage, purement et simplement. Pavel Durov, c'est un otage. Ce qu'on doit retenir, Pavel Durov égale otage. On a quand même des réactions dans le monde entier, à l'international, notamment des géants de la tech. On a le patron de X, donc Elon Musk, qui avant de publier un nouveau message en français, « Liberté, liberté, liberté », l'ancien candidat également indépendant à la présidentielle américaine, Robert Kennedy, qui a rallié Donald Trump, affirme sur X, quant à lui, la nécessité de protéger la liberté d'expression n'a jamais été aussi urgente. Claude, on assiste vraiment à un resserrement de l'étau autour de la liberté d'expression et une vague sans précédent de censure. Alors pourquoi maintenant ? Les élections américaines, la guerre en Ukraine ? Alors pourquoi maintenant ? La censure a toujours existé. Mais il s'est passé quand même beaucoup de choses entre 2023 et 2024. L'attaque du Hamas et la riposte israélienne, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la guerre, ce qu'il faut bien appeler la guerre de l'OTAN contre la Russie, les élections européennes en France, la dissolution du Parlement, avec des résultats que personne n'avait prévus, pas de Parlement, pas de gouvernement en France à l'heure actuelle, donc une période d'incertitude. Les périodes d'incertitude sont toujours inquiétantes. Période de transition, on ne sait pas très bien où on va. Alors quand on fait partie, appelons-la l'oligarchie, si on s'inquiète, on prend quelques mesures pour être moins inquiet à l'avenir. Bon, évidemment, Emmanuel Macron a fait l'objet de critiques, ce à quoi il a répondu « Je lis de fausses informations concernant la France suite à l'arrestation de Pavel Durov. Dans un état de droit, sur les réseaux sociaux comme dans la vie réelle, les libertés sont exercées dans un cadre établi par la loi. » Alors Claude, les libertés sont respectées dans un cadre légal. Traduisons-le. Selon cette conception, n'est licite que ce que la gauche et la bien-pensance, sous le contrôle des juges idéologisés, n'autorisent. Non mais je vais renverser un petit peu les propos du président. Je crois qu'il parle de respect de l'état de droit. Oui, tout à fait. C'est ça. En réalité, quand il parle de respect de l'état de droit, il parle de respect de la censure et du contrôle. C'est 1984, ni plus ni moins. La paix, c'est la guerre, et l'état de droit, c'est l'arbitraire. On a par ailleurs Sandrine Rousseau qui se félicite justement dans un Sardine Rousseau Oui, non. Sardine Rousseau, non. Ce n'était pas son compte parodique, malheureusement. Ah, pardon, c'est ça, pardon. Mais justement, concernant 1984, on a Sandrine Rousseau qui tweet « Cette arrestation est une bonne nouvelle pour les droits humains ». Alors, Sandrine Rousseau, comme vous dites, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force, un monde de paradoxes et de contradictions que M. George Orwell n'aurait pas inventé. Moi j'adore Sardine Rousseau, je l'adore positivement. Alors, des réactions médiatiques, évidemment, à cette arrestation. Du point de vue du traitement des journalistes, on constate un deux poids, deux mesures. À l'époque, la presse mainstream défendait Telegram. Et oui, Pavel Durov était même encensé, car c'est la Russie. Il voulait le sanctionner. Par exemple, ce papier des Échos datant de 2018, Telegram, une cible majeure pour les régimes autoritaires. En ce temps-là, les journalistes des Échos dénonçaient le fait qu'en Russie, Telegram était menacé de blocage par l'agence de régulation des télécoms russes. Telegram était qualifié de rare espace de liberté en Russie, y compris par l'élite du Kremlin, qui pouvait être interdit. Autant de blocages, symbole de la répression. Et les Échos, alors, en 2024, ils ont légèrement changé de ton. Ils se félicitent à demi-mot de l'arrestation de Pavel Durov en titrant « Le sulfureux patron russe de Telegram arrêté en France ». Et même changement de ton quasi comique, s'il n'était tragique, pour ces prétendus journalistes. Alors c'est ceux du Monde. La Russie lâche un tapis de bombes sur Internet pour tenter de censurer Telegram. En 2018, les autorités russes demandent à Telegram de livrer les clés de chiffrement.
quand Telegram était bien vu. Aujourd'hui, en 2024, après l'arrestation de Pavel Durov, vent de panique dans les chaînes Telegram russes pro-guerre. Claude, ce 2 poids 2 mesures, ce changement de ton, ne gêne-t-il pas les journalistes ? Je crois pas. Non, je crois qu'ils sont absolument pas gênés. 2018, il y a 6 ans. D'abord, je peux vous garantir que tout le monde a oublié, sauf vous, ce qu'a écrit Les Échos ou ce qu'a écrit Le Monde il y a 6 ans. Les gens ont oublié, donc je crois qu'ils jouent sur l'oubli. Je dirais que ça dépend des opportunités. Mais on a parlé d'oligarchie. Alors, on pourrait peut-être nous reprocher ce terme d'oligarchie en disant qu'il est polémique. Enfin, Les Échos, c'est qui ? C'est Bernard Arnault. Le Monde, c'est qui ? C'est Xavier Niel. Je sais pas, finalement, peut-être que ce terme d'oligarchie n'est pas si mal employé. Ainsi, dans leur globalité, les médias mainstream ont montré leur soutien à l'arrestation de Pavel Durov, sauf quelques exceptions. En particulier, cet article du Monde du journaliste Damien Leloup, en écrivant sans vergogne que de nombreuses critiques émises envers la France après l'arrestation de Pavel Durov se trompent. Ça, c'est Le Monde. Et globalement, du point de vue du traitement médiatique, on voit que les journalistes du système peuvent se permettre d'être particulièrement durs envers Pavel Durov, avec pêle-mêle un complotisme autorisé. Là, on a le droit. La mystérieuse nationalité française de Pavel Durov, l'utilisation d'un vocabulaire péjoratif et disqualifiant. Pavel Durov est sulfureux pour Le Parisien, controversé, mystérieux pour nauséabond peut-être. Non, on n'a pas ça, mais quasiment. Pour le Huffington Post. Claude, comment analysez-vous ces titres d'articles ? Les titres d'articles, vous l'avez dit, sont des titres disqualifiants, tout simplement. Il est sulfureux. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est la question, c'est comment il a pu acquérir la nationalité française. Bon, faut pas oublier que quand il a créé Telegram, Pavel Durov était tout à fait en délicatesse avec le Kremlin et avec Poutine. Et il a quitté la Russie. Et c'est sans doute à cette occasion qu'il a pris la nationalité française. Je crois qu'il a pris la nationalité française comme une protection. On peut dire qu'il n'a pas fait le bon choix. En tous les cas, cette arrestation d'un géant de la tech inquiète dans le monde des affaires. Le PDG du réseau social Rumble a notamment été obligé de quitter l'Europe. Il révèle que la France a menacé la plateforme. Ou encore le président de ProtonMail qui commente « Les accusations non censurées contre Durov sont insensées. Si elles sont maintenues, je ne vois pas comment les fondateurs d'entreprises technologiques pourraient se rendre en France. » Inquiétant, non, pour notre pays ? Et nous avons vu que ces derniers jours, les libertés sont de plus en plus menacées. Ceci s'inscrit dans un contexte international de possibles grands basculements autour notamment des élections américaines. Nous allons le voir dans la première pastille de l'info. Première pastille, Robert Kennedy rallie Donald Trump. Ralliement de poids en faveur du miraculé candidat républicain à la présidentielle américaine, puisqu'il s'agit du neveu de John Fitzgerald Kennedy, qui retire sa candidature indépendante, qui avait séduit bon nombre d'électeurs démocrates. Évidemment, alors, l'establishment s'inquiète. On voit notamment avec le traitement médiatique de ce ralliement, CNN coupe carrément le discours de Kennedy, alors que celui-ci s'inquiète de la censure des médias et d'un système truqué. My uncle and my father, they would be astonished to learn of a Democratic Party presidential nominee who, like Vice President Harris, has not appeared in a single interview or an unscripted encounter with voters for 35 days. We've been listening to independent candidate Robert F. Kennedy Jr. from Phoenix outlining... NBC a fait de même, et même MSNBC ne s'est même pas donné la peine de diffuser l'annonce de ralliement du neveu de John Kennedy à Donald Trump, pourtant spectaculaire à plus d'un titre. Et par ailleurs, comme le souligne ce tweetos, les médias semblent globalement vouloir minimiser le succès en cours de la campagne Trump. Les médias français ne vous montreront jamais les images des meetings de Donald Trump qui réunissent des dizaines de milliers de patriotes américains. Claude, selon vous, si Trump arrive à se faire élire avec tout un système médiatique contre lui, que pourrait-il faire une fois de retour aux affaires pour équilibrer le rapport des forces médiatiques ? Alors, je ne pense pas qu'il parviendra à équilibrer le rapport de force médiatique qui lui est hostile. Les médias américains, globalement, avec quelques exceptions, lui sont hostiles et resteront hostiles. Je crois qu'il va agir peut-être différemment. Quand il a été élu pour la première fois, il avait contre lui les services de renseignement américains, le FBI au premier rang,
le Pentagone, une partie les médias bien sûr, et aussi une partie de la magistrature. Alors, je crois qu'il commencera tout simplement par faire le ménage, déjà dans les services de renseignement, pour que les services de renseignement soient au service du président et non pas qu'il monte de faux dossiers, comme le fameux faux dossier russe qui a ralenti, mais pratiquement paralysé la présidence de Trump pendant 2 ans. Je pense qu'il reprendra en main l'administration. Peut-être qu'il aura l'occasion de nommer 1 ou 2 juges à la Cour suprême. Ça change énormément des choses, des juges plus conservateurs. Et les médias, je pense qu'il les laissera continuer. Deuxième pastille, Thierry Breton contre Elon Musk. Thierry Breton demande à Elon Musk de respecter les règles de l'Union européenne dans son échange avec Trump. Et le 12 août, ainsi, le commissaire européen avait envoyé une lettre à Elon Musk pour l'exhorter à veiller à ce que X respecte les normes de l'Union européenne, en particulier concernant les règlements des services numériques, c'est le Digital Services Act, et en modère correctement les contenus après les débats qu'il avait organisés avec le candidat Donald Trump, justement. Et ainsi, la Commission européenne estime avoir son mot à dire dans les discussions entre l'ancien président des États-Unis et Elon Musk. Claude, est-ce que c'est quand même pas la fin d'un règne pour ces petits hommes gris qui veulent censurer la liberté d'expression? Alors, je vais nuancer un peu. C'est pas la Commission européenne. Thierry Breton a été démenti par la Commission européenne, par la porte-parole de la Commission. Je crois que c'était une initiative personnelle. En gros, Thierry Breton, depuis le rachat de Twitter, devenu X, par Elon Musk, veut interdire, je vais simplifier un peu, je pense qu'il veut vraiment interdire X en Europe, ou en tout cas en limiter la diffusion au maximum. Il s'agit, je pense, d'un combat personnel. Alors, je pense qu'il a été vraiment très, très, très maladroit, parce que son intervention a été vécue comme une prise de position directe en faveur de Kamala Harris et contre Trump. Alors je crois qu'il a voulu trop bien faire et il s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Mais enfin derrière tout ça, il y a effectivement c'est le DSA, le Digital Services Act, qui est en gros une nouvelle entreprise pour contrôler les réseaux sociaux et les médias en règle générale. Troisième pastille, en Allemagne, les méchants couteaux de cuisine vont être interdits. Comme le relève cet article de Libération, l'attaque de Solingen, donc un attentat qui a eu lieu par un islamiste, relance le débat sur l'interdiction des couteaux. Un homme a poignardé à mort 3 personnes vendredi dernier. Alors, comme le souligne Pierre Sautarel, ils préféreront forcer les Allemands à manger leur choucroute avec des baguettes que remettre en cause l'immigration. Claude, les médias comme Libé mettent la responsabilité des attaques terroristes sur les couteaux de cuisine. Qui aurait été responsable si l'assaillant avait été d'extrême droite? On peut le deviner, on peut le deviner facilement. Poser la question, c'est y répondre. Par ailleurs, les couteaux de cuisine, c'est dangereux. J'ai été moi-même agressé par mon couteau de cuisine ce matin, tout seul. Et maintenant, je les attache. Je les attache parce que c'est vraiment comme Midi Libération ou Le Monde, c'est les couteaux qui agressent, c'est pas le porteur de couteaux. Donc, attachez vos couteaux. Quatrième pastille, refus d'obtempérer. La veuve du gendarme décédé témoigne. Alors qu'un gendarme a été tué par un étranger encore multirécidiviste, sa femme a dénoncé le laxisme de l'État français dans un discours plein d'émotions. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. Et le journal Le Monde dénonce évidemment la récupération par l'extrême droite et autre traitement médiatique de cet événement. Cette prise de parole courageuse, c'est le choix de la photo de BFM TV pour illustrer la veuve. Le poing serré, le visage hargneux. Et sur le choix de cette photo, comme le souligne un tweetos, BFM TV a bien sûr sélectionné cette photo pour la desservir. Claude, est-ce que le choix de cette photo est anodin ou rien n'est laissé au hasard? Le choix de cette photo est ignoble. Le choix de cette photo est ignoble. Je pèse mes mots. On imagine la douleur de cette femme. Et si la photo a été choisie, on voit, parce que la photo n'est pas sympathique, elle serre le poing, elle vous regarde méchamment. C'est d'une certaine manière pour mettre à peu près sur le même plan l'agresseur, l'agressé et la veuve. C'est des méchants. L'agresseur était peut-être pas gentil, mais elle, c'est une méchante. Donc on peut se poser la question si le mari d'une méchante, au fond, il ne le méritait pas un peu. Alors,
Tout ça est un peu subliminal, mais ça va dans ce sens-là. Et d'ailleurs, BFM TV nous en a fait une autre. Les gendarmes tués, les proches du suspect décrivent un homme discret, gentil et travailleur, selon un reportage de terrain fait par les équipes de BFM. Cette neutralité de BFM TV s'explique peut-être quand on voit les décorations qu'arborent certains dans leurs locaux, comme on le voit sur cette photo. Claude, qu'en pensez-vous ? Il y a qui sur cette photo? C'est monsieur Jean-Luc Mélenchon. Je pensais que c'était Marine Le Pen ou Zemmour. Non, c'est la région. Non, je pense pas que ce serait bien vu. De loin, j'ai pas vu. On arrive déjà au terme de ce numéro 503 d'Immédiat. Merci pour votre fidélité, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches, de vous abonner ou de vous réabonner à TV Liberté parce que parfois YouTube vous désabonne. Merci beaucoup, Claude Cholet, d'avoir été notre invité spécial. Et on ne se quitte pas sans vous, encore une fois, puisque le portrait piquant du jour, par Claude Cholet, justement encore lui, est consacré à Daniel Riolo, un journaliste, figure du football français. Aujourd'hui, parlons balle au pied, communément appelé football, avec le journaliste Daniel Riolo, la grande gueule du foot français. D'origine sicilienne, Daniel Riolo est né en 1970 dans un environnement familial où on est fan de la Juventus de Turin et de l'Inter du Milan. Lui-même soutient le club parisien, le PSG. Études de droit, puis de journalisme à Paris, il fait ses premières armes sur CanalSat. Après un premier passage sur M6, il se dirige vers le journalisme sportif. Il rejoint la chaîne Infosport en 1999, fait 3 pas à Radio France, puis connaît le vrai succès à RMC. Avec l'émission After Foot, celle-ci est animée par Gilbert Bribois depuis 2006, une idylle sportive et journalistique qui dure depuis 18 ans. Daniel Riolo intervient aussi dans l'émission des Grandes Gueules de RMC et apparaît sur RTL 9 pour parler de son autre passion, le poker. Conspué sur les réseaux sociaux par ses détracteurs, il parvient à faire d'un match nul une polémique et d'une critique d'un joueur un véritable buzz. Pas une équipe n'est épargnée, pas un joueur, pas un entraîneur. Ses avis tranchés agacent ceux qui sont visés, mais ravissent aussi les adversaires. Souvent pertinent et parfois hors-jeu, il qualifie ainsi une conquête féminine du joueur de football brésilien Neymar, je cite, « Je m'attendais à ce que ce soit un avion de chasse. C'est de la 2e division. » Fin de citation. Ce passage, assez rosse, lui vaudra les remontrances de la ministre des Sports et même l'intervention en direct de la secrétaire d'État à l'égalité de l'époque, la sémillante Marianne Schiappa. Cet épisode illustre l'importance qu'a pu prendre un simple chroniqueur de football sur une radio de grande écoute. Daniel Riolo, c'est une audience assurée, ce qui explique sa longévité dans le petit monde médiatique. Son ouvrage, Racaille Football Club, fantasme et réalité du football français, publié en 2013, revient sur les années assez compliquées de l'équipe de France de football entre l'Euro 2008 et l'Euro 2012, en passant par la désastreuse Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud, où les Bleus s'illustrèrent par une grève de l'entraînement. Dans cet ouvrage, le journaliste évoque les mots d'une génération de footballeurs. Hymne national pas chanté, rejet de la sélection nationale, comportement provocateur. Il constate que la culture racaille se trouve au cœur du football, alors que 80% des footballeurs sont originaires de banlieue et d'ailleurs, et que les questions d'ordre communautaire prennent de plus en plus de place. Un constat implacable, toujours d'actualité. Cet ouvrage a permis de cataloguer le journaliste dans le camp des réacs, une étiquette un peu facilement attribuée, un journaliste qui n'a certes pas sa langue dans sa poche, mais qui demeure très convenu dans son ouvrage. Terminons quand même par une citation amusante dans Causeur en avril 2023. Je cite. Alors, oui, je suis de droite, normal. Je viens d'un milieu ouvrier et je n'ai jamais cru aux balivernes de la gauche française. Fin de citation et but.